Certaines histoires ne commencent pas par le bonheur. Elles commencent par l'attente. J'ai passé de nombreuses années à recueillir des récits sur la frontière américaine. Pas les fusillades et les ruées vers l'or que l'on voit dans les films, mais des histoires plus discrètes. Celles qui racontent comment des gens ordinaires ont réussi à se retrouver malgré des distances impossibles à franchir. Des histoires qui parlent de secondes chances, de mains habituées au dur labeur, de cœurs qui ont réappris à s'ouvrir après avoir été fermés par le chagrin. Voici l'une de ces histoires. Elle s'est déroulée dans une petite ville appelée Clearwater, quelque part dans les territoires, à l'époque où les trains transportaient corps l'espoir en même temps que les marchandises et le bétail. Un après-midi, une femme nommée Evelyn se tenait sur un quai, attendant d'être choisie, et un homme nommé Samuel arriva en retard, couvert de poussière, à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Ce qui se passa ensuite changea leur vie à jamais. Mais laissons l'histoire se raconter d'elle-même. Le soleil de 16 heures pesait sur la gare de Clearwater comme un fer chaud sur du lin. Le quai en bois sentait le créosote et le tabac séché, cuit dans les planches par une centaine de jours d'été. Evelyn regarda le dernier wagon s'éloigner. La femme blonde, la plus jeune d'entre elles, à peine âgée de 20 ans, était assise à côté d'un éleveur aux bottes propres et au chapeau neuf. Elle ne regarda pas en arrière. Aucune d'entre elles ne regarda en arrière. 5 femmes étaient descendues de ce train 3 heures plus tôt. 5 épouses par correspondance, chacune portant un sac de voyage et une lettre de recommandation. À présent, 4 wagons roulaient dans la rue principale poussiéreuse, transportant 4 de ces femmes vers 4 avenirs différents. Evelyn était restée. Elle transféra son poids d'un pied à l'autre. Ses chaussures étaient en cuir noir, avec des talons raisonnables, du genre que portaient les femmes respectables. Elle les avait achetées à Sainte-Louis avec le reste de ses économies. Elles étaient emballées dans la vitrine du magasin. Maintenant, elles lui semblaient être une punition. Le cuir était raide et chaud contre ses pieds enflés. Le chef de gare sortit de son bureau. Son cache-œil vert était repoussé sur son front. Il sentait l'encre et la vieille sueur. Il jeta un coup d'œil à Evelyn, puis au quai vide, puis de nouveau à Evelyn. « Le train pour Saint-Louis arrive demain après-midi, dit-il, à 14h15. J'attends, madame. Les hommes qui ont passé commande sont tous venus et repartis. J'attends. » Il haussa les épaules et se retira à l'intérieur. Le télégraphe cliquetait et cliquetait à travers la fenêtre ouverte. Dit. Le message de quelqu'un d'autre volait à travers les fils vers la vie de quelqu'un d'autre quelque part dans la rue. Un chien aboya 2 fois et se tut. Evelyn ne s'assit pas sur le banc. Elle ne pleura pas. Elle resta exactement là où elle se tenait depuis que les autres femmes étaient parties, son sac de voyage à ses pieds, son ombre s'allongeant sur les planches de bois à mesure que le soleil se déplaçait vers l'ouest. Elle avait 34 ans. Elle avait ce que les hommes voyaient quand ils la regardaient, les mèches grises qui parsemaient ses cheveux bruns, les rides au coin de ses yeux, sa mâchoire un peu trop ferme pour être belle. Elle avait regardé leur regard glisser sur elle cet après-midi comme de l'eau autour d'une pierre. La jeune veuve de Pennsylvanie qui avait perdu son mari, à la recherche d'un nouveau départ. Elle avait été choisie en premier, puis l'institutrice de l'Ohio, puis les 2 sœurs du Kentucky, prises ensemble par 2 frères qui tenaient un magasin d'alimentation animale. La lettre d'Evelyn disait « Expérimentée dans les tâches ménagères, en bonne santé, prête à déménager ». Elle ne disait pas 34 ans. Des mains simples, comme celles d'une fermière. Peut-être aurait-elle dû. Le château d'eau au bout du quai gouttait régulièrement dans une flaque de boue. Goutte, goutte, goutte. Chaque goutte reflétait la lumière un instant avant de tomber. Une mouche bourdonna près de son oreille, fit 2 tours, puis s'envola. Elle compta les gouttes. 47, 48, 49. Un bruit parvint à ses oreilles, faible au début. Puis le bruit croissant des roues sur la terre battue, le grincement d'un essieu qui avait besoin d'être graissé, le reniflement de chevaux fatigués. Evelyn tourna la tête. Un chariot à roues s'arrêta au coin du dépôt de marchandises. Il était tiré par 2 chevaux alezans, sombres de sueur. La poussière recouvrait les côtés du chariot. Le siège, l'homme qui le conduisait. On aurait dit qu'il avait traversé un moulin à fleurs et qu'il en était ressorti de l'autre côté. Il arrêta les chevaux, resta assis un moment, regardant la plateforme vide. Puis ses yeux se posèrent sur Evelyn. Elle ne bougea pas.
Il descendit du siège du chariot, lentement et délibérément, comme un homme qui bouge quand ses os lui font mal après un long trajet. Grand, large d'épaules, le visage buriné par le soleil, la barbe taillée court, les yeux de la couleur de l'eau d'un ruisseau à l'ombre. Il portait une chemise de travail aux manches retroussées jusqu'aux coudes, un pantalon rentré dans des bottes qui avaient vu 10 ans d'utilisation intensive. Il marcha vers elle à travers la plateforme. Ses bottes faisaient un bruit sec sur le bois. Il sentait le cheval, la poussière et autre chose. Du foin peut-être, ou de l'herbe séchée. Il s'arrêta à 2 mètres d'elle. Evelyn attendit. Son regard se posa d'abord sur ses mains, pas sur son visage, ni sur sa silhouette, mais sur ses mains. Elle les avait jointes devant elle, mais il était impossible de les cacher. Les callosités, les ongles courts, la rugosité qu'aucune crème ne pourrait jamais lisser. « Vous savez travailler, dit-il. » Ce n'était pas une question. Depuis 30 ans maintenant, il hocha une fois la tête, puis regarda son visage, et elle soutint son regard sans broncher. « J'ai 2 enfants, dit-il. Leur mère est décédée il y a 2 printemps. La fièvre l'a emportée pendant la nuit. » Il fit une pause. Les enfants ne sont pas faciles. Les enfants ne sont jamais faciles. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. De la surprise, peut-être, ou de la reconnaissance, comme s'il s'était attendu à ce qu'elle détourne le regard, et qu'elle ne l'avait pas fait. « Je m'appelle Samuel Mercer. J'ai un ranch à 2 miles au nord, principalement du bétail, quelques chevaux. » Il a fait une nouvelle pause, remuant la mâchoire comme si les mots suivants lui coûtaient quelque chose. La maison a besoin de travaux. J'ai besoin d'aide. Evelyn regarda cet homme couvert de poussière qui était arrivé avec 3 heures de retard et n'avait trouvé qu'elle. Elle regarda ses mains, des mains de travailleur marquées et fortes, les ongles encrassés et la fatigue qui pesait sur ses épaules comme un joug qu'il ne pouvait déposer. « Pourquoi êtes-vous en retard? » demanda-t-elle. « La clôture s'est cassée à l'aube. J'ai perdu la moitié de ma matinée à rassembler les animaux errants qui s'étaient échappés, dit-il simplement, sans excuse ni excuse. Je me suis dit que celui qui resterait serait quelqu'un de patient. » Elle faillit sourire. Faillit ou quelqu'un de désespéré? Elle dit, « Et vous, vous l'êtes? » Evelyn prit son sac en tissu. La poignée en cuir était chaude du soleil, usée et lisse là où d'autres mains l'avaient saisie avant elle, les mains de sa mère, les mains de sa tante, maintenant les siennes. « Monsieur Mercer, dit-elle, je suis debout sur ce quai depuis 3 heures, à regarder tous les hommes de cette ville me traverser du regard comme si j'étais en verre. J'ai parcouru 2000 km dans un train qui sentait la fumée de charbon et la misère des autres. J'ai 40 cents en poche et nulle part où aller si vous partez. » Elle le regarda dans les yeux. « Mais je ne suis pas désespéré. Je suis pragmatique. Il y a une différence. » Samuel Mercer l'étudia longuement. Le télégraphe cliquetait à l'intérieur de la gare. Le château d'eau goûtait, les chevaux piaffaient et soufflaient, impatients de repartir. Puis il tendit la main et lui prit son sac de voyage. « Les wagons sont par là, dit-il. Si cette histoire a éveillé quelque chose de familier dans votre cœur, je serais reconnaissant de savoir d'où vous l'écoutez aujourd'hui. Les bonnes histoires, comme les bons voisins, sont faites pour être partagées. » Le chariot cahota sur une ornière et Evelyn s'agrippa au bord du siège pour ne pas glisser. Le cuir était craquelé et décoloré par le soleil, chaud sous ses paumes. Samuel n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté la ville, 3 miles, peut-être 4. Les sabots du cheval soulevaient de la poussière qui se déposait sur la robe d'Evelyn, ses mains, les coins de sa bouche. Elle sentait le sable entre ses dents, elle ne posait pas de questions. Elle observait plutôt le paysage, l'herbe brune ondulant sous le vent, les poteaux de clôture penchés à des angles fatigués, un faucon tournoyant lentement et patiemment dans le ciel blanc. Margaret. Elle tourna la tête, les yeux de Samuel restaient fixés sur la route devant lui. C'était son nom, ma femme. Il remua la mâchoire comme si les mots lui coûtaient quelque chose. La fièvre l'avait emporté pendant la nuit. Il y a 2 printemps, Evelyn acquiesça. Les enfants, il marqua une pause. Ruth a 11 ans, Caleb a 7 ans, Une autre pause, plus longue cette fois. Ils ne sont pas faciles, vous l'avez déjà dit. Il lui jeta alors un regard rapide, évaluateur, et quelque chose changea dans son expression. Pas vraiment un adoucissement, plutôt un léger relâchement d'une corde trop tendue. Ils continuèrent leur route.
Le ranch apparut au sommet d'une petite colline, une maison à 2 étages avec un porche qui en faisait le tour, une grange légèrement inclinée vers l'est, un moulin à vent tournant paresseusement dans le ciel. Evelyn entendit son grincement avant de le voir. Du métal contre du métal, régulier comme un battement de cœur. Quelque part, une poule gloussa. Une porte moustiquaire claquait dans le vent. Mais c'est le jardin qui attira son attention. À côté du porche, un coin de terre était devenu sauvage. Des chardons et des digitaires étouffaient ce qui avait peut-être été autrefois des roses. Un rosier s'étalait sur le côté, à moitié mort, étranglé par des vignes en deuil. Un piquet en bois avec un ruban décoloré, une sorte de marqueur, dépassait des mauvaises herbes à un angle brisé. Quelqu'un avait aimé ce jardin autrefois. Samuel arrêta le chariot. Les chevaux soufflèrent des tapants des sabots. La porte d'entrée s'ouvrit. Une fille se tenait dans l'encadrement. Ses cheveux bruns fins étaient tirés en arrière si fort qu'ils tendaient la peau de ses tempes. Elle avait les bras croisés sur la poitrine. Elle ne s'avança pas. Elle ne fit pas de signe de la main, ne sourit pas. Derrière elle, à moitié caché dans l'ombre, un visage plus petit regardait. Un garçon de 7 ans, se souvint d'Evelyn. Il avait les yeux de son père et quelque chose d'autre. Quelque chose que nous avions blessé. Ruth appela Samuel. Viens dire bonjour. La fille ne bougea pas. P a dit que tu resterais dans la pièce du fond. Sa voix portait à travers la cour, froide comme l'eau de puits. Le dîner, ce sont des biscuits froids. Je n'ai rien cuisiné d'autre. Puis elle se retourna et rentra à l'intérieur, et le garçon disparut avec elle. La porte ne claqua pas, mais elle ne resta pas ouverte non plus. Elle se referma simplement avec un léger clic qui, d'une certaine manière, semblait plus fort que n'importe quel claquement. Evelyn regarda la porte fermée, le jardin sauvage, le chapeau de soleil toujours accroché à un clou près de la fenêtre. Blanchi par 2 ans d'intempéries, il était presque blanc. Personne ne l'avait retiré. 4 heures du matin. Evelyn ouvrit les yeux dans l'obscurité. Aucune horloge ne l'avait réveillée. Pas encore de coq. Juste 30 ans à se lever avant l'aube, à allumer le feu dans les cuisines des autres, à commencer à travailler alors que le monde dormait encore. Elle resta immobile un instant, à l'écoute. La maison craquait et s'installait autour d'elle. Le vent poussait contre la vitre de la fenêtre. Quelque part dehors, un cheval piétinait dans son box. La pièce sentait la poussière et autre chose, la lavande, une odeur faible et fanée provenant de l'oreiller sous sa tête. L'oreiller de Margaret, la chambre de Margaret. Elle s'habilla rapidement dans l'obscurité, enfila la même robe en calicot, maintenant froissée par le voyage, et avança à tâtons dans le couloir étroit vers la cuisine. Les planches du sol grinçaient sous son poids, annonçant chacun de ses pas. Le poêle était froid. Elle s'agenouilla devant lui, trouva du petit bois dans la boîte à côté, craqua une allumette. La flamme, petite et orange, projeta des ombres sur le mur. Elle l'alimenta lentement, avec précaution, comme elle l'avait fait 10 000 fois auparavant dans 10 cuisines différentes qui n'avaient jamais été les siennes. La pièce se révéla dans la lumière grandissante. De la farine était répandue sur le comptoir près du tonneau. Quelqu'un l'avait renversée sans faire attention et ne l'avait pas essuyée. Une poêle en fonte était posée sur la cuisinière. Une couche de graisse séchée recouvrait sa surface. Des assiettes sales étaient empilées dans l'évier, recouvertes d'une croûte qui pouvait être des haricots datant de 3 jours. Un moulin à café était fixé au mur. Des graines de café étaient éparpillées dessous comme de la neige brune. Samuel s'était débrouillé seul. Cela se voyait dans chaque recoin. Evelyn trouva du bacon enveloppé dans une mousseline dans la glacière, des œufs dans un panier près de la porte, des coquilles brunes, certaines encore chaudes de la ponte de la veille, de la semoule de maïs dans une boîte en fer blanc, au couvercle cabossé. Elle travailla sans se presser, ses mains se souvenant des gestes que son esprit n'avait pas besoin de guider. Casser les œufs, 1, 2, 3, les jaunes étaient brillants et jaunes dans le bol. Couper le bacon en fines tranches. Le couteau avait besoin d'être aiguisé, mais il ferait de l'affaire. Faire chauffer la graisse jusqu'à ce qu'elle scintille et crépite. Verser la semoule de maïs dans une casserole avec de l'eau et du sel. Remuer lentement pour éviter la formation de grumeaux. L'odeur emplit la cuisine, la graisse de bacon, la fumée de bois et quelque chose de presque sucré provenant de la semoule de maïs qui épaississait.
L'odeur du deuil, l'odeur de quelqu'un qui se souciait suffisamment pour cuisiner. Une planche craqua derrière elle. Evelyn ne se retourna pas. Elle continua à remuer, le dos tourné vers la porte, ses petits pieds sur le bois, une inspiration, puis plus rien. Elle retira le bacon de la poêle, le posa sur un torchon propre pour l'égoutter, puis versa les œufs dans la graisse chaude. Ils grésillèrent et crépitèrent, leurs bords devenant blancs et dentelés. C'est la poêle de maman. La voix de Ruth résonna, plate et dure, depuis l'embrasure de la porte. Evelyn retourna les œufs avec une spatule en bois. Je sais qu'elle ne cuisinait pas les œufs comme ça. Elle les brouillait pour qu'ils soient moelleux. Très moelleux. Silence. Evelyn jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ruth se tenait raide dans sa chemise de nuit, les pieds nus sur le sol froid, les bras serrés autour d'elle. Derrière elle, le visage de Caleb apparut dans l'ombre, les yeux plissés, fatigués, observant. « Je t'ai posé une question, » dit Evelyn. « Comment ta maman les brouillait-elle? » Ruth serra les mâchoires. « Tu n'as pas le droit d'utiliser ces affaires. Les casseroles pour cuisiner. Ta maman cuisinait avec. Maintenant, c'est moi qui cuisine avec. Tu essaies de la remplacer. » Evelyn posa la spatule. Elle se retourna complètement, s'essuya les mains sur son tablier et regarda la jeune fille. Elle observa attentivement les cernes sous ses yeux, la façon dont ses doigts s'enfonçaient dans ses bras, le tremblement de son menton qu'elle s'efforçait tant de dissimuler. « Je ne peux pas remplacer ta maman, » dit Evelyn. Sa voix était plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Les gens qui nous quittent laissent un vide que personne d'autre ne peut combler. Je le sais mieux que quiconque. Elle marqua une pause. Je ne fais que préparer le petit déjeuner. Les yeux de Ruth s'illuminèrent et s'humidifièrent, ses lèvres se courbèrent. Je ne vais pas manger ça. Et elle attrapa le bras de Caleb, le tira en arrière. Il trébucha, se rattrapa au cadre de la porte. Pendant un instant, ses yeux rencontrèrent ceux d'Evelyn, grands, incertains, affamés à plus d'un titre. Puis Ruth l'entraîna dans le couloir et une porte claqua quelque part à l'arrière de la maison. Evelyn resta seule dans la cuisine. Les œufs étaient croustillants sur les bords. Elle retira la poêle du feu, versa la bouillie de maïs dans un bol, déposa le bacon sur une assiette, posa le tout sur la table avec 3 fourchettes, 3 cuillères et 3 tasses d'eau provenant de la pompe. Puis elle s'assit sur une chaise qui n'était pas la sienne, à une table qui n'était pas la sienne, et attendit. L'horloge murale faisait tic-tac, le feu crépitait dans le poêle à l'extérieur. Le coq finit par chanter, en retard comme tout le reste dans ce ranch. Des pas dans le couloir, des pas légers, hésitants. Caleb apparut à nouveau dans l'embrasure de la porte, seul cette fois. Ses cheveux étaient hérissés d'un côté, sa chemise de nuit lui arrivait aux genoux, trop grande pour lui maintenant, ou peut-être héritée de quelqu'un qui l'avait dépassé. Il regarda la nourriture sur la table, regarda Evelyn. « J'ai faim, » murmura-t-il. Evelyn tira la chaise à côté d'elle. « Assieds-toi. » Il jeta un coup d'œil vers le couloir, vers l'endroit où Ruth était partie. Et dans ce regard, Evelyn vit clairement la guerre qui faisait rage en lui. La loyauté tirant d'un côté et le besoin tirant de l'autre. Un garçon de 7 ans qui avait faim depuis plus longtemps que ce matin. Puis il traversa la cuisine pieds nus et grimpa sur la chaise. Mais il ne prit pas sa fourchette. Il resta assis là, à fixer son assiette, attendant la permission de quelqu'un qui n'était pas dans la pièce. La deuxième semaine, le soleil matinal illuminait le poche quand Evelyn trouva Samuel en train de vérifier le harnais de son cheval. « Je veux nettoyer le jardin, » dit-elle. Il ne leva pas les yeux. Ses mains continuaient à manipuler les sangles de cuir, à tester les boucles, à ajuster les longueurs. Le cheval piétinait et agitait la queue pour chasser une mouche. « Celui près du porche, » ajouta-t-elle. « Il est envahi par les mauvaises herbes. » La main de Samuel s'arrêta. Il se tenait là, dos à elle, les épaules raides sous sa chemise de travail. Un oiseau chantait depuis le poteau de la clôture. Le moulin à vent grinçait en tournant sans fin. Evelyn attendit. Il tourna la tête. Pas complètement. Juste assez pour qu'elle puisse voir le bord de sa mâchoire, la tension qui s'y trouvait. C'était celle de Margaret, je sais. Il resta silencieux pendant un long moment. Puis il finit de préparer le harnais, rassembla les outils et se hissa en selle. Le cuir gémit sous son poids. « Fais ce que tu veux, » dit-il. Il partit vers le pâturage nord sans se retourner. Evelyn trouva les outils dans la grange, une houe avec un manche en frein usé par des années d'utilisation, une truelle rouillée,
des gants en cuir trop grands pour ses mains. Elle les emporta dans le jardin et se tint à sa lisière, étudiant l'enchevêtrement de végétation. Celui-ci avait envahi le côté gauche, avec des tiges épaisses hérissées de fleurs violettes montées en graines. Le chien-dent étouffait ce qui aurait pu être un potager. Le rosier s'étalait sur le côté, la moitié de ses tiges mortes et grises. Les tiges vivantes étaient étranglées par des lianes de liseron qui avaient grimpé, s'étaient enroulées et les avaient tirées vers le sol. Elle enfila les gants, s'agenouilla dans la terre et commença à arracher les mauvaises herbes. Les épomées poussaient dans longues tiges rampantes. Leurs racines s'accrochaient au sol comme des doigts qui ne voulaient pas lâcher prise. Elle suivit chaque vigne jusqu'à sa source, creusa autour de la base avec le transplantoir et l'arracha. De la terre éclaboussa sa robe. La sueur perlait sur ses tempes et coulait sur les côtés de son visage, goûtant de son menton. La terre dégageait une odeur sombre et riche lorsqu'elle la retournait, malgré 2 ans de négligence. Des vers de terre rose se recroquevillaient dans le sol retourné. Un scarabée s'enfuit devant sa petite pelle. Elle arracha les chardons jusqu'à ce que ses paumes brûlent à travers ses gants, jusqu'à ce que ses genoux s'engourdissent à force de s'agenouiller sur les pierres, jusqu'à ce que son dos lui fasse mal, une douleur familière qu'elle connaissait depuis son enfance. À midi, elle avait la gorge sèche. En milieu d'après-midi, ses bras tremblaient lorsqu'elle soulevait la houe. Elle continua à travailler. Le rideau de la cuisine bougea. Evelyn ne leva pas les yeux. Elle avait vu Ruth l'observer plus tôt, un visage pâle derrière la vitre, puis disparaître comme un fantôme qui ne savait pas s'il devait hanter ou partir. La fille n'était pas sortie, n'avait pas dit un mot, elle s'était contentée d'observer. Qu'elle regarde. Le 3e jour, Evelyn trouva la boîte en fer blanc. Elle était enfouie sous une cage à tomates effondrée, à moitié cachée par des feuilles mortes et de l'herbe emmêlée. Une petite boîte rectangulaire avec une étiquette décolorée qu'elle pouvait à peine lire. Elle essuya la saleté et ouvrit le couvercle avec son ongle. Des graines, des dizaines de petits sachets en papier, chacun étiqueté d'une écriture soignée. Tomates, brandywine, courge d'été, marigold, French, haricots aram, concombre, cornichons, l'écriture de Margaret, les graines de Margaret, conservées pour un printemps qui n'est jamais venu. Evelyn referma le couvercle et posa la boîte sur le perron. Elle se tourna vers le rosier. La plupart des tiges étaient mortes, caissantes et grises, craquant comme de vieux os lorsqu'elle les testait. Mais près de la base, là où la plante touchait le sol, elle trouva du bois vert vivant sous l'écorce, pâle et humide. Elle le gratta avec son ongle, puis creusa soigneusement autour des racines, ameublissant la terre compacte avec ses doigts, retirant les derniers restes de la gloire du matin qui avait tenté de l'étouffer. Les racines étaient blanches et humides, vivantes, toujours vivantes après tout cela. Evelyn replanta la plante dans le sol, tassa la terre autour avec ses 2 mains, versa le reste de son seau d'eau sur la base et regarda l'eau s'infiltrer, assombrissant la terre. Le soleil se couchait lorsqu'elle entendit des pas sur le porche. Samuel se tenait en haut des marches, un seau plein à la main. Il regarda le jardin, les plates-bandes nettoyées, les tas de mauvaises herbes arrachées qui séchaient dans l'air du soir, le rosier qui se redressait, et son visage exprima quelque chose qu'elle ne parvint pas tout à fait à déchiffrer. De la douleur, peut-être, ou de la gratitude, ou les 2 mêlés si étroitement qu'il ne pouvait les distinguer lui-même. Il descendit les marches et posa le seau à côté d'elle. « Tu es ici depuis 3 jours d'affilée. La terre est bonne. » Evelyn s'essuya le front avec le dos de la main, laissant une trace de saleté. « J'avais juste besoin que quelqu'un s'en occupe. » Samuel s'assit sur les marches du porche. Il s'assit, les coudes sur les genoux, les mains pendantes, les yeux fixés sur le jardin. Une tourterelle des bois roula un cri quelque part près de la grange. Le ciel devint doré, puis rose, puis violet sur les bords. Margaret disait que les fleurs étaient comme des prières que l'on pouvait voir. Il secoua lentement la tête. Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire par là, mais elle aimait vraiment ce jardin. Evelyn retourna une autre pelletée de terre, brisa un nuage avec ses doigts, sentant la terre fraîche se tasser sous ses ongles. « Elle avait raison, dit Evelyn. Tu comprends? » Non. Elle posa la truelle, le regarda droit dans les yeux, mais je crois que je la crois. Samuel soutint son regard. La dernière lueur attrapa son regard, le rendant presque doré pendant un instant.
Il ouvrit la bouche comme s'il allait dire autre chose. La porte moustiquaire grinça derrière eux. Ruth se tenait dans l'embrasure. La boîte en fer blanc contenant les graines était serrée contre sa poitrine. Ses jointures étaient blanches autour. « Elles appartenaient à maman, dit-elle. Sa voix tremblait. Tu n'avais pas le droit de les toucher. Le troisième dimanche. Evelyn se tenait dans la petite église en bois, le hymnal ouvert dans ses mains, et observait les lèvres de Ruth. La jeune fille ne chantait pas. Elle articulait les mots, certains d'entre eux. En tout cas, ses yeux allaient et venaient entre la page et l'assemblée autour d'elle lorsque l'hymne atteignait une phrase avec trop de syllabes. La bouche de Ruth cessa complètement de bouger. Elle resta là, debout, à fixer la page, le visage rouge jusqu'aux oreilles. Caleb ne fit même pas semblant. Il tenait son hymnal à l'envers. L'église sentait la cire d'abeille, le vieux bois et l'eau de lavande que Mme Hendris, assise au premier rang, s'était tamponnée derrière les oreilles. Des grains de poussière flottaient dans la lumière qui pénétrait par les hautes fenêtres. Les voix de l'assemblée montaient et descendaient. « Amazing Grace, how sweet the sound » et le silence de Ruth trônait au milieu comme un caillou dans un ruisseau. Sur le chemin du retour, Evelyn s'assit à l'arrière avec les enfants, tandis que Samuel conduisait. Les roues cahotaient sur les ornières de la route. La poussière s'élevait et se déposait sur leurs vêtements du dimanche. « Les enfants ne vont pas à l'école, dit Evelyn. Samuel raidit les épaules, mais ne se retourna pas. L'école était à Millbrook, à 19 km aller-retour, avant une longue pause. Les sabots du cheval martelèrent la terre battue. Un corbeau cria depuis un poteau de clôture et s'envola en battant des ailes. Margaret leur enseignait. Samuel dit qu'elle avait fait ses études dans l'Est, 2 ans dans une académie pour jeunes filles, une autre pause. Puis elle est tombée malade. Et après cela, il n'a pas terminé. Il n'en avait pas besoin. Ruth serra les mâchoires. Elle fixait droit devant elle l'arrière de la tête de son père, les bras croisés, sans rien dire. Mais ses mains étaient serrées en poing sur ses genoux. Ce soir-là, Evelyn trouva Samuel seul sous le porche, regardant les champs qui s'assombrissaient. « Je peux leur enseigner, dit-elle. La lecture, l'écriture, l'arithmétique. J'ai surtout appris toute seule, mais j'ai appris suffisamment bien. » Samuel la regarda longuement. Les grillons avaient commencé à chanter, un chant régulier provenant de l'herbe quelque part dans la grange. Un cheval hennette. « Demande-leur, dit-il. Vois ce qu'ils en pensent. » Elle trouva les enfants dans le salon. Ruth était assise dans un coin, occupée à raccommoder un vêtement. Elle ne travaillait pas vraiment à l'aiguille. Elle n'avait pas bougé depuis 5 minutes. Caleb était allongé sur le ventre près de la cheminée éteinte, dessinant des formes dans les cendres avec son doigt. « J'aimerais vous apprendre à mieux lire, dit Evelyn. Le soir, après le dîner. » L'aiguille de Ruth cessa complètement de bouger. « Nous n'avons pas besoin que vous nous appreniez quoi que ce soit. »« Très bien. » Evelyn se dirigea vers la bibliothèque, une petite bibliothèque. Elle ne comptait que 3 étagères, pour la plupart vides. Elle trouva ce qu'elle cherchait, un exemplaire usé de The Pilgrim's Progress. La reliure était fêlée, les pages jaunies et molles sur les bords. Le nom de Margaret était écrit à l'intérieur de la couverture, à l'encre brune délavée, les lettres soignées et précises. Elle s'assit dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre, alluma la lampe à pétrole sur la table d'appoint et ajusta la mèche jusqu'à ce que la flamme brûle régulièrement derrière le verre. La lumière projetait un cercle chaud sur le tapis en chiffon tressé à ses pieds. Puis elle ouvrit le livre et commença à lire à haute voix. « Alors que je marchais dans le désert de ce monde, je suis tombé sur un endroit où se trouvait une tanière, et je m'y suis couché pour dormir. » Sa voix emplissait la pièce silencieuse. Elle ne regardait pas les enfants. Elle lisait simplement d'une voix claire et régulière. Les mots tombaient dans le silence comme de l'eau dans un puits asséché. L'aiguille de Ruth se remit à bouger. Des points rapides et rageurs qui devraient probablement être défaisus le lendemain. Le doigt de Caleb cessa de tracer des formes dans les cendres. Il tourna légèrement la tête, juste assez pour mieux entendre. Evelyn lut pendant 20 minutes. Puis elle ferma le livre, baissa la lampe et alla se coucher sans dire bonne nuit. Le deuxième soir, elle fit de la même chose, s'assit dans le fauteuil à bascule, alluma la lampe, ouvrit le livre à l'endroit où elle s'était arrêtée cette fois-ci. Quand elle leva les yeux au milieu d'une page, Caleb était assis dans l'embrasure de la porte, pas à l'intérieur de la pièce, juste sur le seuil, les genoux repliés contre sa poitrine.
le menton posé sur ses bras, la regardant avec ses yeux couleur d'eau de ruisseau. Elle continua à lire. Le troisième soir, Caleb se rapprocha. Il s'assit sur le tapis tressé près de ses pieds, la tête penchée sur le côté, écoutant. Ruth resta dans son coin, mais elle avait posé son ouvrage de couture. Ses mains reposaient immobiles sur ses genoux et ses yeux étaient fixés sur un point situé à mi-distance. Evelyn tourna une page. La flamme de la lampe vacilla sous l'effet d'un courant d'air provenant de la fenêtre, et Christian traversa la vallée de l'ombre, où l'entrée de la fosse s'ouvrait à côté du chemin, et où de mauvais démons lui murmuraient des tentations à l'oreille. Vallée. Evelyn s'arrêta et leva les yeux. Ruth était assise, raide, sur sa chaise, les joues rougies par la lumière de la lampe. « Tu l'as mal prononcé, dit la fillette. Ce n'est pas oui, deux sons, c'est v'lé, un seul son. Vite, c'est comme ça que maman le lit. » Evelyn soutint le regard de la fillette. Ruth leva le menton, provocante, prête à essuyer la réprimande. « Merci, dit Evelyn, j'apprécie la correction. » Ruth cligna des yeux, ouvrit la bouche, la referma. « Tu veux lire la suite? » Evelyn lui tendit le livre, « Puisque tu connais mieux les mots que moi. » Silence. Caleb tourna la tête. En regardant sa sœur, la flamme de la lampe se stabilisa. L'horloge sur la cheminée faisait tic-tac. Dehors, les grillons chantaient leurs chansons sans fin. Ruth se leva, traversa la pièce, s'arrêta à côté du fauteuil à bascule, pas tout près, mais plus près qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. « Donne-le-moi, dit-elle. Evelyn lui tendit le livre. Les mains de Ruth tremblaient légèrement lorsqu'elle le prit. Elle trouva l'endroit sur la page, suivit la ligne avec son doigt et commença à lire. Au début, sa voix était faible et hésitante, butant sur les mots les plus longs. Mais elle continua, mot après mot, ligne après ligne. Caleb rampait jusqu'à s'asseoir aux pieds de sa sœur, levant les yeux vers son visage éclairé par la lampe, tandis que Ruth lisait. Quand elle eut fini la page, elle ferma le livre et le rendit sans croiser le regard d'Evelyn. Puis elle se dirigea vers la porte et s'arrêta, dos à la pièce. « Demain à la même heure, dit-elle doucement. Ce n'était pas une question. Puis elle disparut dans le couloir sombre. Et Caleb leva les yeux vers Evelyn, avec quelque chose de nouveau sur son visage, quelque chose qui pourrait être le début de la confiance. Mais de quelque part à l'arrière de la maison vint un bruit différent. Une porte qui se fermait doucement. Puis le bruit étouffé et tremblant d'une inspiration qui signifiait que Ruth pleurait là où elle pensait que personne ne pouvait l'entendre. Fin de la 4e semaine. Le dîner avait été plus calme que d'habitude. Seul se faisait entendre le grattement des fourchettes sur des assiettes, le tintement des verres d'eau et le tic-tac de l'horloge accrochée au mur. Ruth picorait dans son assiette, poussant les haricots d'un côté à l'autre, sans manger. Quand Evelyn se leva pour débarrasser la table, la chaise de la jeune fille était déjà vide. Samuel regarda le siège vacant. Elle fait ça parfois. Elle s'en va toute seule. Ou, il haussa les épaules et se frotta le visage avec les deux mains. Le bruit rugueux des callosités contre les poils. Généralement dans la grange ou près du ruisseau. 1 heure passa. Le soleil descendit sous la cime des arbres, peignant le ciel d'orange et de violet. L'air se rafraîchit. Les lucioles commencèrent leur lente danse clignotante à travers la cour. Evelyn se tenait à la fenêtre de la cuisine, essuyant la même assiette qu'elle avait déjà essuyée 3 fois. À travers la vitre, elle pouvait voir la grange désormais plongée dans l'obscurité. Aucune lanterne n'éclairait les grandes portes entr'ouvertes, telles une bouche qui hésite à parler. Samuel s'approcha d'elle. « Je vais aller voir. Laisse-moi faire. » Il commença à protester, puis s'arrêta, la regarda longuement, quelque chose bougeant derrière ses yeux, et acquiesça d'un signe de tête. Evelyn traversa la cour dans la lumière déclinante. L'herbe était humide de rosée du soir, trempant ses chaussures, froides contre ses chevilles. La grange sentait le foin, la sueur des chevaux et le cuir vieilli, des odeurs chaudes et vivantes mêlées à la poussière et à la douceur âcre du fumier. Elle se tint dans l'embrasure de la porte, laissant ses yeux s'habituer à l'obscurité plus profonde à l'intérieur. Ruth. Pas de réponse, juste le frottement des sabots des chevaux dans leur stalle, le craquement du vieux bois qui se tasse. Elle s'enfonça plus profondément dans la grange. Au-delà des chevaux, la jument d'Alezane tourna la tête, les oreilles dressées vers l'avant. Au-delà de l'établi encombré d'outils, de clous tordus et d'une boîte de café remplie de vis.
Au-delà du seau à lait accroché à son clou, une échelle menait à la grange. Les échelons en bois brut étaient usés au milieu par des années d'utilisation. Elle posa la main sur le premier échelon. Un bruit venant d'en haut, doux, étouffé. Le genre de bruit que fait quelqu'un qui essaie de ne faire aucun bruit. Evelyn grimpa. Le grenier était sombre, à l'exception de la dernière lueur grise qui filtrait à travers les interstices des planches du mur. De fines rayures de lumière déclinante tombaient sur les bottes de foin. L'air était épais et chaud, embaumant l'herbe séchée et la poussière qui chatouillait son nez. Ruth était assise dans le coin le plus éloigné, les genoux repliés, le visage enfoui dans quelque chose qu'elle serrait contre sa poitrine. Ses épaules tremblaient. Evelyn s'arrêta en haut de l'échelle et attendit. Ruth leva la tête, même dans la pénombre. Evelyn pouvait voir les traces humides sur ses joues, le contour rouge de ses yeux, son nez taché par les larmes. La jeune fille était enveloppée dans un châle en laine, avec des franges nouées à la main, un motif bleu délavé entrelacé de petites fleurs jaunes. Ce devait être le châle de Margaret. « Va-t'en », dit Ruth. Sa voix était rauque et déchirée, comme si elle avait été lacérée. Evelyn ne partit pas. Elle grimpa jusqu'au grenier et s'assit sur une botte de foin à 2 mètres de la jeune fille. Pas trop près, mais sans s'éloigner non plus. « Je t'ai dit de partir, je t'ai entendu. » Le visage de Ruth était déformé par la colère, le chagrin et autre chose. Quelque chose de désespéré. Tous ses sentiments se disputaient le contrôle. « Tu n'as rien à faire ici. Tu cuisines dans sa cuisine, tu t'assois dans son fauteuil, tu creuses dans son jardin. » Sa voix s'éleva, se brisant comme de la glace fine. « Tu lui fais l'oublier. » Les mots restaient en suspendus dans l'air poussiéreux. Un hibou poussa un long cri lugubre quelque part à l'extérieur. Evelyn ne dit rien pendant un moment. Puis ton père ne l'a pas oublié. Il sourit maintenant. La voix de Ruth se brisa sur ce mot. Il en parle au dîner. Elle pressa le châle contre son visage et poussa un son qui n'était ni tout à fait un cri, ni tout à fait un sanglot. Quelque chose qui s'était accumulé pendant 2 ans. Elle n'est partie que depuis 2 ans et déjà tout change. Et c'est à cause de toi. Je sais que tu ne sais rien. Evelyn regarda ses mains, les callosités, les cicatrices et la saleté encore sous ses ongles, provenant du jardin. Elle portait son propre chagrin dans ses mains depuis plus de 20 ans maintenant. « J'avais 12 ans quand ma mère est morte, dit-elle doucement. Elle avait la même fièvre que toi. Je suis restée assise à côté de son lit pendant 3 jours, lui tenant de la main, la regardant s'éteindre. Elle est décédée un mardi matin pendant que je dormais dans le fauteuil à côté d'elle. » Ruth sanglota. Elle ne leva pas les yeux, mais elle s'était figée. Mon papa a survécu 3 ans après ça. Il a simplement arrêté d'essayer, arrêté de manger correctement, arrêté de rentrer des champs quand il pleuvait, et il a attrapé une pneumonie l'hiver de mes 15 ans. Evelyn fit une pause. Ma tante m'a recueilli après ça et m'a élevé jusqu'à mes 20 ans. Puis son cœur a lâché alors qu'elle étendait le linge. Elle s'est simplement effondrée dans la cour, un drap mouillé encore dans les mains. Elle leva les yeux vers Ruth. Je ne les ai jamais oubliés. Pas un seul jour. Le menton de Ruth tremblait. Alors comment fais-tu pour supporter ça? Certains jours, je n'y arrive pas. Certains jours, ça me serre la poitrine. Evelyn toucha sa poitrine. C'est lourd comme une meule et j'ai du mal à respirer. Elle laissa retomber sa main. Mais je me lève quand même. Je prépare le petit déjeuner quand même. Je continue à mettre un pied devant l'autre parce que c'est ce qu'ils auraient voulu que je fasse. Ruth secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai peur, murmura-t-elle. J'ai peur de ne plus être en colère. Si je laisse les choses changer, je vais la perdre. Je vais oublier à quoi elle ressemblait, quelle était son odeur. » Sa voix se brisa. Je ne me souviens plus du son de sa voix. J'essaie et j'essaie, mais je n'arrive pas à l'entendre. Evelyn s'est déplacée, puis a traversé l'espace qui les séparait, s'agenouillant dans la paille à côté de la jeune fille. Proche, mais sans la toucher. « Tu ne la perdras pas, dit-elle. C'est ta maman. Elle sera toujours ta maman. Rien ne changera cela. Ni moi, ni le temps, ni quoi que ce soit d'autre. Comment le sais-tu? Parce que je me souviens encore de la sensation des mains de ma maman lorsqu'elle tressait mes cheveux, la façon dont elle fredonnait en cuisinant, son odeur de pain, de savon et de quelque chose d'autre qui n'appartenait qu'à elle. La voix d'Evelyn resta calme, mais à peine. 22 ans ont passé, et je m'en souviens. Ruth la fixa du regard. « Est-ce que ça finit par ne plus faire mal? »
Non, le visage de Ruth se décomposa. Mais on s'habitue à porter ce poids, dit Evelyn, comme une vieille valise que l'on transporte depuis si longtemps qu'on ne remarque plus son poids. Le hibou hulula à nouveau, plus près cette fois. Les étoiles apparaissaient à travers les interstices du toit. D'abord une, puis trois, puis une douzaine, puis plus qu'elle ne pouvait en compter. Ruth tendit la main. Ses doigts trouvèrent la manche d'Evelyn et s'y agrippèrent. Elles restèrent assises ainsi, sans parler, tandis que le ciel s'assombrissait complètement et que la lune se levait, blanche et ronde, au-dessus de la grange. Les chevaux s'installèrent en dessous. Un chat. Evelyn n'avait pas remarqué qu'un chat traversait le sol du grenier et disparaissait dans l'ombre. Ruth se leva, serrant toujours le châle autour de ses épaules. Elle marcha vers l'échelle et s'arrêta, un pied sur le dernier échelon. « Tu me tresseras les cheveux demain ?» demanda-t-elle d'une petite voix, comme maman le faisait. Evelyn acquiesça. Ruth descendit dans l'obscurité. Evelyn resta un moment de plus, regardant les étoiles à travers les planches cassées. Elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme un vieux verrou qui tournait, une porte rouillée depuis longtemps qui commençait à s'ouvrir. Puis la voix de Samuel déchira la nuit, l'appelant depuis la maison, et elle y entendit quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Une pointe d'urgence qui la fit se diriger vers l'échelle sans réfléchir. 6 semaines, le jardin avait repris vie. Evelyn se tenait à son bord dans la lumière du petit matin, regardant les plantes de tomates pousser à travers la terre sombre, leurs petites poignes vertes se dépliant vers le soleil. Les soucis que Margaret avait sauvés poussaient eux aussi. Une rangée de feuilles gris-vert duveteuses longeait de la bordure. Même le rosier avait donné de nouvelles pousses. 3 boutons pâles gonflés à l'extrémité des tiges survivantes, serrés comme des poings, mais s'assouplissant de jour en jour. La porte moustiquaire s'ouvrit brusquement derrière elle. « Evelyn, regarde. » Caleb traversa le porche en courant, ses pieds nus claquant sur les planches. Il tenait un morceau de papier dans sa main. Il s'arrêta brusquement à côté d'elle, haletant, et lui tendit le papier. « J'ai dessiné notre famille, dit-il. Regarde. » 4 silhouettes étaient alignées sur la page, dessinées au charbon de bois provenant de la cheminée. Une grande silhouette avec une barbe, c'était Samuel. Une silhouette de taille moyenne avec une robe triangulaire. 2 silhouettes plus petites se tenant la main. Evelyn eut la gorge serrée. « Qui est-ce » demanda-t-elle en montrant la silhouette avec la robe. « C'est toi. » Caleb leva les yeux vers elle, l'air détaché. « Et ça, c'est P, et ça, c'est Ruth, et ça, c'est moi. J'ai dessiné tes cheveux bruns, comme dans la réalité. » Il l'avait dessiné avec un sourire. Un grand sourire en coin qui occupait la moitié de son visage dessiné au fusain. « C'est magnifique, dit-elle. Sa voix était étrange, un peu rauque. Caleb rayonna de joie et courut à l'intérieur, claquant la porte moustiquaire derrière lui. Evelyn plia soigneusement le papier et le glissa dans la poche de son tablier. Cet après-midi-là, Ruth apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, tandis qu'Evelyn pétrissait la pâte à pain, les mains blanches de farine. « Tu pourrais » La jeune fille s'arrêta, tordit ses doigts, réessaya. « Tu pourrais me tresser les cheveux comme on en a parlé ?» Elles s'assirent sur le bord du lit de Ruth. Evelyn passa la brosse dans les cheveux emmêlés de la jeune fille. Elle ne les entretenait toujours pas correctement. Mais elle essayait maintenant. Les nœuds se défaisaient plus facilement que la première fois. « Maman faisait 3 mèches, » dit Ruth doucement. Elle commença haut et se mit à fredonner. Evelyn se mit à tresser, ses doigts retrouvant leur ancien rythme. Elle fredonna Amazing Grace, le seul hymne qu'elle connaissait en entier, et sentit les épaules de Ruth se détendre lentement sous ses mains. Quand elle eut terminé, Ruth toucha la tresse, passa ses doigts sur toute sa longueur. « Ce n'est pas tout à fait pareil, dit-elle, mais c'est bien. » Le soir tomba, doux et doré. Les enfants se couchèrent tôt. Caleb était épuisé d'avoir couru après les poulets. Ruth était silencieuse mais calme après le moment qu'elles avaient passé ensemble. La maison s'installa dans le calme. Evelyn trouva Samuel sous le porche, 2 tasses de café posées sur la balustrade à côté de lui. Il lui en tendit une sans un mot. La tasse en étain était chaude entre ses mains. De la vapeur s'élevait dans l'air frais. Elle s'assit à côté de lui sur la balancelle du porche, celle que Margaret lui avait demandé de construire il y a des années, selon lui. Les chaînes grinçaient tandis qu'il se balançait doucement. Les grillons chantaient dans les hautes herbes. Un engoulevent chantait quelque part près du ruisseau. « Le jardin avance bien, dit Samuel. « Oui. Margaret t'aurait... » Il s'interrompit,
remua la mâchoire, puis reprit « Aimé, j'aime ta façon de faire ce qu'il faut faire sans demander de remerciement. » Evelyn but une gorgée de café. Il était amer et fort, comme il le préparait toujours. « Je ne suis pas elle, » dit-elle. « Je sais. » Il tourna la tête et la regarda droit dans les yeux. Son regard captura les derniers rayons du soleil couchant. Des reflets dorés et oranges se reflétaient dans l'eau grise du ruisseau. « Mais tu es quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. » La balançoire grinçait, les grillons chantaient, à l'intérieur de la maison, une planche craqua. Je crois que Samuel sursauta. Il s'arrêta. Le vent changea de direction. Une rafale venant de l'ouest. Chaude et sèche, elle transportait une odeur qu'Evelyn ne reconnaissait pas. Poussiéreuse, minérale, électrique, étrange. Samuel se raidit. Il se leva si vite que la balançoire bascula en arrière sur ses chaînes. Sa tasse de café heurta les planches du porche, renversant un liquide brun sur le bois. Il fixait l'ouest, où le coucher de soleil avait donné à l'horizon une couleur étrange, qui n'était plus orange. Cuivré foncé, s'étendant vers le haut comme une échymose. Les chevaux hennissaient dans la grange. « Samuel, qu'y a-t-il » Il lui saisit le bras. Ses doigts s'enfoncèrent si fort qu'elle eut mal. « Va chercher les enfants, » dit-il. Sa voix était devenue monocorde. « Uren, pas le temps de poser des questions. Emmène-les dans la cave à légumes maintenant. » Qu'est-ce qui s'épeine? Les poules jaillirent de derrière la grange, courant un cercle effréné, caquetant. Une plante roulante rebondit à travers la cour. Puis une autre, puis une douzaine, roulant de nulle part comme si la terre elle-même s'enfuyait. Le visage de Samuel était devenu pâle sous son teint brun buriné. « Une tempête de poussière, » dit-il. « Une grosse qui arrive vite. » Il lâcha son bras et courut vers la grange en criant pour appeler les chevaux. « Vous avez peut-être 5 minutes, peut-être moins. Emmenez les enfants sous terre et ne sortez pas avant que je vienne vous chercher. » Evelyn resta figée pendant un battement de cœur. 2. Le ciel cuivré avala les dernières lueurs du jour. Le vent se leva, chaud et sableux, transportant les premières particules de poussière fine qui lui piquaient les yeux et recouvraient ses lèvres. Puis elle se retourna et courut vers la maison. La porte de la cave était en vieux chêne massif, gonflé par l'humidité, avec des gonds rouillés et grippés. Evelyn l'ouvrit d'un coup sec à 2 mains, en forçant de tous ses muscles. « Descendez, » dit-elle, « tout de suite. » Caleb dévala les marches en bois, trébuchant dans l'obscurité. Ruth hésita en haut de l'escalier, regardant en arrière vers la grange où Samuel avait disparu dans le tourbillon de poussière. « Je devrais aider, P. » Evelyn attrapa le bras de la jeune fille. « Ton grand-père a besoin que tu sois en sécurité en bas. » Ruth descendit. Evelyn la suivit, refermant la porte derrière elle. Le loquet s'enclencha dans un bruit sourd. L'obscurité les engloutit. Elle tâtonna le long du mur de terre, ses doigts effleurant la terre fraîche et le bois rugueux jusqu'à ce qu'elle trouve l'étagère. Des allumettes. Ses mains tremblaient lorsqu'elle craqua l'allumette une première fois. Au deuxième essai, la tête frotta et s'inflamma. Elle approcha la flamme de la mèche. Une faible lumière orange repoussa l'obscurité. La cave à légumes était petite, 2,5 mètres sur 3. Les murs de terre battue sentaient l'humidité et les vieilles pommes de terre. Les étagères étaient remplies de bocaux en verre contenant des légumes conservés, des haricots de verre, des tomates, des concombres marinés. Quelques sacs en toile de jute étaient empilés dans un coin. L'air était frais et étouffant, chargé de l'odeur des légumes et racines et de la terre minérale. Au-dessus d'eux, la tempête faisait rage. Le bruit vint. D'abord, un rugissement comme Evelyn n'en avait jamais entendu. Ce n'était ni le vent, ni le tonnerre, mais quelque chose de vivant, quelque chose d'affamé. La porte de la cave tremblait dans son cadre. De la terre tombait du plafond, fine comme de la farine, recouvrant leurs cheveux et leurs épaules. Caleb se blottit contre Evelyn. Tout son corps tremblait comme celui d'un veau nouveau-né. Ses doigts s'enfoncèrent dans son bras avec une force suffisante pour laisser des bleus. « Où est P ?» demanda-t-il d'une voix faible et aiguë. « Où est P ?» « Il protège les animaux. » Evelyn le serra contre elle. « Il viendra quand ce sera fini. »« Comment le sais-tu? »« Parce que ta patte tient parole. » Le rugissement s'intensifia. Les bocaux cliquetaient sur leurs étagères. L'un d'eux bascula, roula et se brisa sur le sol. Le jus de cornichon se répandit sur la terre battue, âcre et vinaigrée. Ruth tressaillit au bruit, mais ne cria pas.
Il va emporter la maison, murmura-t-elle. Il va tout emporter. La maison tiendra bon. Tu n'en sais rien. Evelyn regarda la fillette. Le visage de Ruth était pâle à la lueur de la bougie. Ses yeux étaient trop grands, ses mains serrées en poing sur les côtés. Âgée de 11 ans, déjà orpheline de mère, elle était maintenant assise dans un trou dans ce square, tandis que le monde se déchirait au-dessus de sa tête. Non, dit Evelyn, je n'en suis pas certaine, mais je crois que oui. La flamme de la bougie vacilla, faillit s'éteindre, puis se stabilisa à nouveau. De la poussière s'infiltrait par les fissures autour de la porte. Une fine poudre grise qui recouvrait leurs lèvres et s'incrustait entre leurs dents. Evelyn rapprocha les deux enfants, un de chaque côté, leurs petits corps pressés contre ses côtes. Racontez-nous quelque chose. La voix de Ruth retentit soudainement. Urgente. Racontez-nous une histoire. S'il vous plaît. Elle marqua une pause. Madame Evelyn. Toujours pas, maman, mais quelque chose. Quelque chose de nouveau. Evelyn ferma les yeux. La tempête hurlait. La terre tremblait. Je suis venue ici en train, commença-t-elle. À 200 kilomètres de Saint Louis. J'étais assise dans un wagon qui sentait la fumée de charbon, la sueur et la peur. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas qui m'attendait. Les tremblements de Caleb ralentirent. La respiration de Ruth se stabilisa. Nous étions cinq femmes, toutes étrangères, toutes espérant quelque chose de mieux. Quand le train s'est arrêté à Clearwater, les autres femmes ont été choisies une par une. Je suis resté sur le quai et je les ai regardées partir. « Qu'as-tu tu fait? » murmura Ruth. J'ai attendu. Tu n'avais pas peur? Si. La tempête hurlait. Quelque chose s'écrasa sur le bois, éclatant en éclats, le métal grinçant. Caleb gémit. Ruth tendit la main et saisit celle d'Evelyn. « Mais tu es resté, dit Ruth. « Je suis resté, répondit Evelyn en serrant les doigts de la jeune fille. Et maintenant, je ne suis plus seule. Aucune d'entre nous ne l'est. Elles se blottirent les unes contre les autres, toutes les trois, enchevêtrées sur le sol en terre battue, la tempête faisant rage au-dessus d'elles, la bougie se consumant jusqu'à ne plus être qu'un bout dans son support en éteint. Et Evelyn pria, pas à voix haute, juste dans son cœur, comme sa mère le lui avait appris. Le rugissement commença à s'estomper lentement, progressivement. Les secousses cessèrent. La poussière retomba. Le silence qui suivit était si complet qu'il résonnait dans ses oreilles. Puis des pas, lourds, irréguliers, descendirent les marches de la cave. La porte s'ouvrit en grinçant. Samuel se tenait dans l'encadrement, couvert de poussière grise de la tête aux pieds. Une entaille sur son front laissait couler du sang sur le côté de son visage. Ses yeux les trouvèrent à la lueur de la bougie, Evelyn avec ses enfants dans les bras, et quelque chose dans son expression se brisa. Est-ce que tout le monde... Sa voix se brisa. Est-ce que tout le monde va bien? Ruth s'éloigna d'Evelyn, leva les yeux vers son père, puis regarda à nouveau la femme qui l'avait tenue dans ses bras pendant la tempête. Nous allons bien. Fa, dit-elle de doucement. Madame Evelyn nous a protégés. L'aube se leva lentement, grise, à travers les fenêtres recouvertes de poussière. Evelyn se tenait sous le porche, une tasse de café froid à la main, et regardait ce que la tempête avait laissé derrière elle. La poussière recouvrait tout. La cour, le toit de la grange, les poteaux de la clôture, les vitres. Une fine poudre grise qui rendait le monde incolore, étouffé, étrange. Une partie de la clôture était tombée. Un volet pendait de travers, suspendu à une seule charnière. Le moulin avant avait cessé de tourner, ses pales obstruées par le sable. Mais la grange était toujours debout. La maison était toujours debout. Et le jardin aussi. Evelyn posa sa tasse de café et traversa la cour. Ses chaussures laissaient des traces dans la poussière. Elle s'agenouilla au bord du parterre, brossant la poudre grise des feuilles des plants de tomates qu'elle avait soigneusement tutorés. Vert, toujours vert, ou courbé, mais pas cassé. Les soucis avaient en survécu, trop poussiéreux, mais debout, et le rosier se dressait là où elle l'avait soutenu, ses boutons pâles recouverts de poussière, mais intacts. Toujours en quête de la lumière qui viendrait lorsque le ciel s'éclaircirait. Des pas derrière elle, les bottes de Samuel apparurent au bord de son champ de vision. « Tu as sauvé plus que tu ne le penses, » dit-il doucement. Le dimanche arriva, lumineux et pur. Le ciel était bleu, lavé par le passage de la tempête.
Après l'église, Samuel attela les chevaux et les dirigea vers le nord au lieu de rentrer à la maison. Où allons-nous? Demanda Ruth. À Miller's Creek, répondit Samuel. Je n'y suis pas allé depuis longtemps. Je me suis dit qu'il était temps. Ils étendirent la couette de Margaret sous le vieux chêne, celle en patchwork, avec des carrés de calicot et de Vichy délavés, cousus par des mains qui étaient immobiles depuis maintenant 2 ans. Le tissu était doux sous les paumes d'Evelyn, usé par endroits, retenant la chaleur du soleil. Le ruisseau coulait peu profond et clair sur des pierres lisses, captant la lumière et produisant une petite musique. L'air sentait l'herbe humide, la boue et la menthe sauvage qui poussaient le long des berges. Une alouette chantait quelque part dans les hautes herbes. Caleb resta 3 minutes sur la couverture avant de plonger dans l'eau, les pantalons retroussés, pour courir après quelque chose dans les eaux peu profondes. Tu en as attrapé un? Il tendit ses mains en coupe, l'eau coulant entre ses doigts. J'ai attrapé une grenouille. Lâche-la. Ruth se leva précipitamment. Elle va. La grenouille sauta. Caleb poussa un cri. Ruth éclata d'un rire sincère, éclatante et surprise, complètement décontenancée. Evelyn les regardait, le garçon avec ses vêtements mouillés, la fille avec sa tresse soigneusement faite qui se défaisait. Tous deux vivants, en bonne santé et riant sous le soleil de l'après-midi. Le son de leur rire s'installa dans sa poitrine et y resta. Samuel s'assit à côté d'elle sur la couverture, son épaule touchant presque la sienne. « Je ne suis pas doué avec les mots, dit-il. Je ne l'ai jamais été. Je sais, mais je veux que tu comprennes quelque chose. » Il se tourna vers elle, tendit la main et prit les siennes dans les siennes, ses mains rugueuses et marquées par le travail, avec leur callosité et leurs ongles cassés. Il les tint comme si elles avaient de l'importance. « Ce que tu as fait pour cet endroit, pour ces enfants, pour moi. » Les yeux d'Evelyn brûlaient, elle ne cligna pas des paupières. « Je suis venu à cette gare pour chercher de l'aide, » dit Samuel. Sa voix était un peu rauque. « J'ai trouvé autre chose. Quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. Samuel, laisse-moi finir. » Il serra ses mains plus fort. « Tu as redonné vie à cette maison. Tu as protégé mes enfants pendant la tempête. Tu as semé des graines et labouré une terre que j'avais abandonnée. » Il fit une pause. « Ce que j'essaie de dire, c'est que j'aimerais que tu restes, non pas comme Hyde, mais comme membre de la famille. » Derrière eux, Ruth poursuivait Caleb dans les eaux peu profondes, leur rire s'élevant à travers les branches du chêne et se dispersant dans le ciel bleu infini. Evelyn regarda cet homme, la barbe encore poussiéreuse et la coupure sur son front, en voie de guérison, ses enfants qui s'éclaboussaient dans le ruisseau, le vieil arbre dont le tronc était gravé des initiales de main depuis longtemps réduites en poussière. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Elle hocha la tête, le visage buriné de Samuel s'adoucit. Il acquiesça à son tour et le chant des oiseaux reprit. Une histoire comme celle-ci est suivie d'un silence. Une sensation de tendresse envahit la poitrine. Ce n'est ni tout à fait de la tristesse, ni tout à fait de la joie, juste une plénitude qui n'a pas besoin de nom. Beaucoup d'entre nous ont déjà connu ce sentiment d'être debout quelque part, attendant d'être ignoré, transpercé du regard, écarté avant même d'avoir eu une chance. Certains d'entre nous ont porté un chagrin si longtemps qu'il est devenu partie intégrante de notre façon de marcher, de respirer, d'aimer. Et peut-être avez-vous déjà connu ce sentiment d'appartenance dans le dernier endroit où vous vous attendiez, avec des gens qui sont arrivés en retard, poussiéreux et imparfaits, mais qui sont restés. Ce n'est pas grave si cette histoire a réveillé quelque chose que vous pensiez avoir mis de côté. Ce n'est pas grave si vous vous êtes souvenu de mains que vous n'avez pas tenues depuis des années, d'un jardin que vous avez autrefois entretenu ou d'une voix que vous n'entendez plus tout à fait. Ces choses ne demandent pas à être comprises. Elles demandent seulement à être portées avec douceur, comme nous les avons toujours portées. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de m'avoir écouté.